Une arrivée fort remarquée, celle de la navette soviétique Buran, en direct du Bourget. Gérard Joigny. Gérard. Le temps ne s'arrange pas ici au Bourget, il y a de la grêle actuellement. Mais on attendait la vedette du salon, on nous avait dit que c'était la navette Buran sur l'avion géant Antonov 225. Quant à l'avion l'Antonov 225, il pèse 600 tonnes, c'est-à-dire 100 tonnes de plus que le plus gros des Boeing 747. Là, évidemment, tous les records sont battus. Paris, 1989. Le MRIA fait sensation au Bourget, le plus grand salon de l'aéronautique du monde. Le plus grand avion jamais construit arrive d'Union soviétique. Personne ne se doute alors que ce premier exemplaire sera aussi le dernier. Partout où le MRIA se posait, c'était l'événement. Des milliers de gens accouraient pour l'admirer et se vantaient de l'avoir vu avec la navette Buran. À l'annonce de son arrivée, les passionnés se précipitaient à l'aéroport. Pour beaucoup, c'était une chance inouïe d'avoir une photo du MRIA. Good evening. The world's biggest plane is parked at Perth International Airport. There was traffic chaos as 16,000 spectators came to see the Antonov AN225 cargo plane. Ça me rend triste d'évoquer ces souvenirs, car pour moi, cet avion était une personne à part entière, et il me manque. Ces images ont été tournées à Gostomel le 24 février 2022 à 12h18 heure locale. C'est à ce moment-là que l'invasion russe a commencé à Gostomel. Russia has invaded Ukraine. A country at war after a huge Russian military offensive by land, sea and air. Ils se sont mis à détruire tous les avions. Là, le MRIA était encore intact dans son hangar. Et là, j'ai des images prises par un drone le 27 février 2022. On voit bien qu'ils ont délibérément bombardé l'avion. Trois ans ont passé depuis l'assaut des forces russes sur l'aéroport de l'usine Antonov. La destruction de cet avion est évidemment une grande douleur pour moi. C'est un peu comme si j'avais perdu un enfant. Alexander Galunenko est le premier pilote d'essai du plus grand avion du monde. En 1990, il l'a même emmené à Oklahoma City aux États-Unis. La guerre froide touchait alors à sa fin. Les Américains nous ont invités à venir présenter le MRIA au salon de l'aéronautique dans l'Oklahoma. Et je crois bien que la moitié de l'Oklahoma a fait le déplacement ce jour-là. Les files d'attente étaient si longues que j'ai lu dans la presse américaine qu'on n'avait pas vu ça depuis les années 30. Je me souviens qu'on venait me voir et un Américain sur deux disait « Ah,
C'est un Boeing. C'est l'entreprise Boeing qui l'a construit. Et moi, je les reprenais dans un anglais approximatif. Non, ça n'est pas Boeing, c'est l'entreprise Antonov. Là, les Américains me répondaient, « De quel pays venez-vous » Je leur disais, « D'Ukraine, de la ville de Kiev. Nous sommes l'entreprise Antonov. » Mais ils ne savaient pas où était l'Ukraine, et encore moins Kiev. Alors j'ai eu l'idée d'apporter une carte, d'entourer l'Ukraine au feutre, puis d'écrire Ukraine, puis Kiev à côté, et de l'accrocher sur l'avion. À l'époque, les Américains ignorent tout de cette entreprise et de ce pays. Le constructeur est pourtant en train d'écrire l'un des chapitres les plus étonnants de l'histoire de l'aviation. On travaillait presque exclusivement pour le ministère de la Défense. Tout cela était strictement confidentiel. J'ai travaillé de 1958 à 2023 pour Antonov, ce qui fait 65 ans et demi au total. Oleg Bogdanov a une vingtaine d'années quand il rejoint le bureau d'études d'Oleg Antonov, l'un des meilleurs constructeurs aéronautiques du RSS. Il s'installe à Kiev, la capitale de l'Ukraine, qui fait partie de l'Union soviétique à l'époque, le plus grand pays du monde. J'ai immédiatement intégré une équipe qui travaillait avec Oleg Antonov. Il y avait un département spécial pour les projets à venir. C'est là que j'étais. Nous développions tous les nouveaux projets d'avions. On disait pour plaisanter qu'on était le crayon dans la main d'Oleg Antonov. Anton Dovbush est historien à Kiev. Spécialiste de l'aviation, il étudie l'histoire des créations du constructeur de génie sur les lieux mêmes de leur conception, au siège d'Antonov. Il nous montre des archives auxquelles les Occidentaux n'ont encore jamais eu accès. Voici la photo emblématique du Mriya. C'est une diapositive d'origine. Les archives d'Antonov n'ont pas encore été explorées dans leur intégralité. Personne ne les a encore étudiées en profondeur. Je suis toujours émerveillé de pouvoir consulter des documents que personne d'autre n'a vus auparavant. Des films comme celui-ci, par exemple. Le vol d'essai du plus grand avion du monde de l'époque, l'Antonov AN-225 Mriya, avec la navette spatiale soviétique Buran. Un engin qui n'aurait jamais été construit sans Oleg Antonov. Cela fait 8 ans que je mène des recherches sur lui. Et je vais de découverte en découverte. Quand on commence à s'intéresser à lui et à regarder de près ce qu'il a accompli, on a l'impression de plonger dans un roman d'aventure digne de Jules Verne.
L'histoire d'Antonov est un voyage. Elle nous ramène à l'âge d'or de l'aéronautique, dans un monde divisé, en pleine guerre froide, où les superpuissances ne cessent de perfectionner leur arsenal nucléaire, toujours plus meurtrier et plus puissant. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde était coupé en deux. On avait l'Union soviétique d'un côté et de l'autre le monde occidental. Et les États-Unis étaient leaders dans la conception d'avions cargo. En 1960, le bureau d'études d'Oleg Antonov est chargé de concevoir le plus grand avion du monde, un géant comme personne n'en a jamais vu. Ce n'était pas Antonov qui décidait quel avion on allait construire, mais les dirigeants politiques. Bien plus que leurs ennemis jurés, les Américains, les Soviétiques misent sur le déploiement de missiles balistiques intercontinentaux. Les engins sont stationnés dans les régions reculées de ce vaste empire qui s'étend sur 10 000 km d'ouest en est et 5 000 du nord au sud. Moscou est également très intéressé par les richesses minières de la lointaine Sibérie. Or, métaux, pétrole, charbon et gaz naturel. Pour exploiter ces gisements, il faut pouvoir acheminer sur place des équipements lourds et du matériel. C'est ainsi que démarre l'histoire des plus grands avions de la planète, avec la naissance de l'Antonov AN-22. La AN-22 était un avion totalement innovant, à bien des égards. Lors de la conception de cet appareil, nous avons été confrontés à des défis techniques inédits et à des problèmes qui ne s'étaient jamais présentés avant. Oleg Antonov avait déjà fait ses preuves en tant que concepteur d'avions de transport militaire dans les années 50. L'Antonov AN-12 est longtemps resté l'avion cargo le plus important de l'armée soviétique, capable de transporter des chars. À l'époque, Konstantin Louchakov et Oleg Bogdanov sont ingénieurs chez Antonov. On m'avait chargé de mesurer la vitesse du vent avec un anémomètre au niveau des trappes. Pendant les essais, on était tous censés porter des parachutes. Mais le mien était tellement inconfortable que je l'avais enlevé et mis de côté. Et tout d'un coup, il y a eu un courant d'air extrêmement puissant. C'était comme si quelqu'un me poussait dehors. Je ne sais pas comment j'ai réussi à m'en sortir. Je me suis agrippé à la porte. C'est après seulement que j'ai compris ce qui aurait pu se passer. Quelle inconscience! Qu'est-ce qui t'a pris de retirer ton parachute? Eh bien, c'était très inconfortable. Il me gênait. Le nouveau supertransporteur est censé être beaucoup plus puissant que la N-12. Il doit pouvoir porter une charge nettement supérieure, 80 tonnes. Personne n'a jamais construit un tel avion, même pas les Américains. Antonov le fait.
Quels que soient vos interlocuteurs, on vous répondra toujours que c'était un être hors du commun et très intelligent. Antonov avait le don de captiver son auditoire. Il savait tout. Il connaissait l'aérodynamique, la mécanique des matériaux, les différents systèmes embarqués, mais également l'exploitation concrète de l'appareil. Antonov fait construire une maquette en bois à taille réelle. Les constructeurs s'en servent pour vérifier si le géant est adapté à ce qu'il est censé transporter. Des unités d'infanterie complètes, des systèmes de missiles et d'artillerie, des chars comme le T-54 qui pèsent 36 tonnes à lui seul. Autant de charges qui ne doivent pas déstabiliser l'avion. En plus de ça, nous devions installer une énorme trappe à l'arrière du fuselage pour pouvoir embarquer des équipements massifs comme les chars ou les missiles. Cela représente des charges colossales. C'était la toute première fois dans le monde que ces problèmes se posaient. Для этого нужно было сделать самолет прежде всего большим. И поэтому мы выбрали диаметр фюзеляжа 6 метров. Это был очень большой диаметр. On n'avait encore jamais vu un avion de 6 mètres de diamètre à l'époque. Un fuselage de 6 mètres de diamètre, vous imaginez? Dans la soufflerie, les constructeurs simulent des forces de plusieurs tonnes. La traînée du géant sera considérable. Certaines personnes estimaient que cet avion ne pourrait jamais voler. On était au beau milieu de la conception et plusieurs personnes pensaient même qu'on n'arriverait pas à le faire décoller. Et pourtant, en 4 ans seulement, les ingénieurs d'Antonov sortent le premier gros porteur au monde, l'AN-22. L'avion prend son premier envol début 1965. C'est un monoplan typique d'Antonov. Ses ailes hautes lui permettent d'atterrir et de décoller même sur des terrains difficiles. Antonov le baptise Anté. Dans la mythologie grecque, Antéus, Anté, est le fils de Gaïa et Poséidon. Et c'est un géant. D'où le choix de ce nom. L'Antonov AN-22 est unique. Il n'existe aucun engin comparable à ce jour. C'est le premier gros porteur de l'histoire. Grâce à lui, Antonov se fait connaître du jour au lendemain auprès des experts du plus grand salon de l'aéronautique du monde. Depuis ce matin, on connaît enfin les caractéristiques de l'avion géant soviétique, l'Antonov 22, baptisé Anté. 80 journalistes étaient confortablement installés à l'intérieur même de l'avion. Toutes les personnes présentes occupaient à peine un tiers de l'intérieur. Même le premier homme qui a volé dans l'espace participe à cette opération de communication. Assistaient également à cette conférence M. Antonov, bien sûr, et Yuri Gagarin. En 1965, le monde rencontre pour la première fois Oleg Antonov au Bourget. Et il fait forte impression. Antonov ne correspond en rien au cliché du cadre du Parti communiste. Élevé dans un milieu bourgeois avant la Révolution russe, il parle le français couramment, se montre raffiné et charmant. Il va jusqu'à imaginer un AN-22 version passager capable d'embarquer plus de 700 voyageurs, bien au-delà de ce que le Boeing 747 ne pourra jamais transporter. Monsieur Antonov, on parle aussi d'une version pour passagers de votre appareil. Serait-il le même? Il sera presque le même. Il sera un peu plus long, à peu près de 15 mètres. Oui. Il sera 2 ponts
comme le Breguet, Oui. très renommé. Alors nous pourrons emporter 720 personnes à bord avec grand confort. Antonov envisage même une propulsion nucléaire pour l'Antée avant d'y renoncer. Ce serait trop lourd, trop incertain. L'objectif de Moscou, c'était de poursuivre l'exploration intensive de la Sibérie et de l'extrême-orient russe. On y avait déjà trouvé des réserves de pétrole, de gaz, des gisements de diamants et d'or. Mais sans les Antonov 22, le puissant complexe d'extraction de gaz naturel dont la Russie dispose aujourd'hui n'aurait jamais pu voir le jour. On a cheminé d'énormes cargaisons là-bas. Des tuyaux, des cabanes en kit et différents équipements, des pelleteuses, des bulldozers, des générateurs, et tout ce qu'il fallait pour poser des oléoducs et des gazoducs. Et c'est cet appareil qui convoyait tout ça, l'Antonov 22. Mais ce que l'Antée transporte avant tout, ce sont des chars, des missiles, des munitions, des hommes et du matériel jusqu'aux poudrières de la guerre froide, en Europe, en Asie centrale, au Moyen-Orient et en Afrique. C'est le plus grand avion à hélice du monde. Et pourtant, dans la course à l'armement de la guerre froide, il se fait coiffer au poteau. Nous avions l'Antonov AN-22. Mais on surveillait ce que les autres faisaient, bien sûr. Dès 1965. Quels avions étaient en cours de conception? Ce qu'il fallait qu'on améliore. C'était mon boulot, vous voyez. Les Américains travaillent sur un projet d'avion géant. Un jet propulsé par des moteurs à réaction, pas un avion à hélice. Moscou est sur le qui-vive. Comme les Américains étaient en train de concevoir un appareil de cette envergure, l'armée soviétique a aussitôt demandé qu'on construise un avion encore plus grand, avec une charge utile de 100 à 120 tonnes. Le Galaxy C5 de Lockheed. Un engin plus performant, plus rapide, plus grand. On scrutait de près ce que faisaient les Américains. On voulait tout savoir sur cet avion. Le Galaxy a effectué son premier vol en 1968. En 1966, Antonov reçoit une commande de Moscou. Le Kremlin veut un nouvel avion géant, plus performant que le Galaxy des Américains. Dans la foulée du succès de l'AN-22 Antée, Oleg Antonov s'engage à le réaliser rapidement. Mais rien ne se passe comme prévu. Nous avions nos propres chars, nos propres véhicules de combat d'infanterie, nos propres missiles. L'armée avait de grandes exigences quant au temps de chargement et déchargement. Ça devait être très rapide. C'est pourquoi elle voulait ajouter une deuxième trappe à l'avant. Une deuxième trappe au niveau du nez de l'appareil. 120 tonnes de charge utile et un moteur à réaction, les défis sont énormes. Un avion gigantesque comme celui-là doit être à la fois stable et léger, et il doit pouvoir voler loin et longtemps. En outre, sa traînée doit être faible, et ce à une vitesse de plus de 800 km/h.
Quand on a présenté notre premier projet à l'armée, on nous a dit que la qualité de notre avion était inférieure à celle du modèle américain. Pour eux, le Galaxy était bien plus aérodynamique. Et il était beaucoup plus léger. Les années et les projets se suivent. En 1973, enfin, une percée semble possible avec une étude de projet intitulée AN-124. La même année, en 1973, le Proche-Orient tremble une fois de plus. C'est la guerre du Kippour. Les États-Unis livrent chars, missiles et munitions à l'État d'Israël. Dans le cadre de l'opération Nickel Glass, le nouveau Galaxy C5 traverse l'Atlantique et la Méditerranée avec le gros de l'aide militaire. Les Soviétiques voient alors ce dont les cargos géants américains sont capables. À Kiev, la pression monte. Antonov a connu des années très difficiles. Le bureau d'études paraissait toujours sur le point de mettre la clé sous la porte. Les ingénieurs pensaient sans doute qu'ils ne concevraient ni ne construiraient plus un seul avion, car les carnets de commandes étaient vides. En Union soviétique, chaque grand constructeur aéronautique est une vedette du système communiste. Mais Antonov est le seul à ne pas être installé à Moscou, le siège du pouvoir. Son accès aux ressources de l'économie soviétique est donc limité. Normalement, le ministère coopérait avec les bureaux d'études. Mais lui, on lui mettait des bâtons dans les roues. Oleg Antonov faisait souvent cette comparaison avec le tennis qu'il pratiquait régulièrement. Imaginez que vous vouliez jouer au tennis avec une raquette de tennis et des vêtements de sport. Et que Moscou ne vous donne que des pelles et des bottes militaires. En 1973, le développement de l'Antonov 124 menace d'échouer. Mais Oleg Antonov ne peut s'y résigner. On travaillait sans relâche à des solutions pour que notre appareil soit supérieur au Galaxy C5. Et il fallait aussi qu'il réponde aux attentes de l'armée. C'était le principal bâtiment du centre d'essai en vol. C'est là que se trouvaient les pilotes d'essai, les ingénieurs et presque tout le personnel d'encadrement. J'ai travaillé près de 50 ans ici. Et je n'y étais jamais revenu depuis sa destruction. Ça va être douloureux de découvrir ce que c'est devenu. C'est ici qu'Alexander Galunenko devient pilote d'essai pour Antonov. À l'aéroport de l'usine, à Gostomel, à 30 km au nord-ouest du centre de Kiev. Alexander Galunenko, qui a perdu ses deux parents très tôt, a grandi dans l'Ukraine soviétique. Mon bureau. C'était mon bureau.
J'ai passé toute ma vie ici, à cet étage. Il est l'un des rares, sur tout le territoire de l'Union soviétique, à accéder au poste de pilote d'essai. Il ne se doute pas à l'époque qu'il sera le premier homme à piloter le plus gros avion du monde. Le Mriya. Sa formation terminée, on l'affecte à une entreprise dont il n'a jamais entendu parler, située dans son Ukraine natale, à Kiev. Galunenko, c'est moi. Tu pars pour l'usine de construction de machines de Kiev. Là, je me dis, oh bon sang, où est-ce que je vais atterrir? C'est en Ukraine, ça c'est bien, mais j'étais presque au bord des larmes. Le chef, qui a vu que j'étais abattu, me demande « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je lui réponds « Où m'avez-vous envoyé? Dans une usine de construction mécanique ?» Et il me répond « Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est le bureau d'études d'Antonov, enfin. » Mais moi je l'ignorais, car le nom de l'entreprise était top secret. Alors là, j'ai été submergé de bonheur, j'ai explosé de joie. Bon sang, j'ai une de ces chances. Voilà comment j'ai atterri chez Antonov. En 1976, Oleg Antonov décide de faire table rase du passé pour concevoir le nouveau grand cargo. Tout sera remis en question. Cette fois, Moscou soutient le projet. Un programme spécial de recherche est mis en place. Antonov mise alors sur une avancée majeure en aérodynamique, un profil d'aile révolutionnaire, la voilure supercritique. Si Antonov comprenait si bien l'aérodynamique, c'est que dans sa jeunesse, dans les années 20, il construisait ses propres planeurs et les faisait voler. Son œil était tellement aiguisé qu'il lui suffisait de regarder un profil d'aile pour se représenter comment l'air circulait autour. Et les essais en labo confirmaient régulièrement ces théories. Antonov venait souvent dans l'atelier. Et il se mettait lui-même aux commandes des appareils. L'essentiel pour Antonov, c'est que cet avion soit très en avance sur son temps. Oleg Antonov nous dit alors, vous savez quoi? Nous allons présenter un projet en faisant comme si nous avions déjà toutes les ressources à notre disposition. Ce n'est pas encore le cas, mais ça le sera demain. Pensez à demain. Vous imaginez le courage qu'il a fallu à cet homme pour assumer toute cette responsabilité? Tout cela n'est pas sans risque pour Oleg Antonov, car dans le même temps, les Soviétiques lancent la construction de l'une des plus grandes usines d'aéronautique du monde pour le futur avion cargo géant. Et leurs exigences ne cessent de croître. Cette fois encore, les Américains sont l'élément déclencheur. Ils sont en train de développer le programme Space Shuttle, un nouveau type de navette spatiale réutilisable. Les Soviétiques, craignant une guerre des étoiles, poussent immédiatement à la conception de leur propre navette spatiale, baptisée Buran.
C'est alors que les concepteurs de Buran sont venus nous voir. Ils nous ont dit qu'ils avaient besoin de transporter la navette depuis son site de construction jusqu'à Baïkonour, au Kazakhstan. Et qu'il faudrait aussi acheminer les systèmes de missiles jusque là-bas. Or, ce sont de très très gros systèmes. La navette spatiale sera principalement fabriquée à Moscou. Quant aux pièces des systèmes de missiles, elles viennent d'Ukraine. La base de lancement russe de Baïkonour se trouve au Kazakhstan. Ce qui exclut d'emblée transport routier et transport ferroviaire. Seule solution, l'avion géant. En 1975, ils débarquent et nous disent « Construisez-nous cet avion ». C'est le coup d'envoi d'un projet pharaonique de l'industrie aéronautique soviétique, l'AN-124. Les concepteurs d'Antonov testent pas moins de 36 prototypes d'ailes différents. Nous avons dû concevoir un nouveau modèle en utilisant des matériaux auxquels nous n'avions pas encore accès à l'époque. De nouvelles ailes, avec des profils entièrement nouveaux. Le poids de chaque élément de l'immense construction est allégé au maximum pour améliorer le ratio entre charge utile et poids total. Il fallait mettre au point des systèmes totalement innovants pour que l'appareil soit le plus léger possible. L'avion devait avoir une autonomie de vol maximale supérieure à 15 000 km. Antonov expérimente des années durant de nouvelles matières comme la fibre de carbone et les matériaux composites. Un domaine dans lequel les États-Unis ont déjà beaucoup d'avance. Le développement du Ruslan a généré plus de 200 inventions. Plus de 200. Oleg Antonov détient le record en la matière. C'est lui qui en a réalisé le plus grand nombre. Il s'est efforcé de concevoir chaque élément sans négliger l'aspect esthétique. Pari gagné pour Antonov. Le coefficient de finesse, le rapport entre la portance et la traînée, est de 18. Une aérodynamique stupéfiante pour un avion de cette taille. Et le train d'atterrissage de ce colosse de 450 tonnes est révolutionnaire. Ses 24 roues sont orientables ou abaissables, et un système hydraulique permet de les ajuster en fonction de la nature de la piste. En 1982, Alexander Galunenko a 35 ans. Il est alors jeune pilote d'essai pour le bureau d'études Antonov. C'est le carnet de vol d'un navigateur du nom de Solochenko. Ça, c'est toute notre entreprise. Tous les services, tous les numéros de téléphone. Regardez-moi ça. La date du 24 décembre 1982 reste gravée dans sa mémoire. Il aura fallu 6 ans pour développer et construire ce qui est alors le plus grand avion produit en série du monde. L'Antonov 124, un projet gardé secret jusqu'à la fin. C'est Oleg Antonov lui-même qui baptise l'AN-124. Il s'appellera Ruslan. Et son code OTAN est Condor, en référence à l'un des oiseaux les plus puissants au monde.
Vous passez des années à travailler sur un projet, à concevoir l'appareil, et puis un jour, vous le voyez décoller devant vos yeux. C'est un sentiment indescriptible. Votre cœur s'arrête de battre. Vous êtes surexcité. Et en même temps, vous êtes un peu inquiet. Est-ce qu'on a vraiment pensé à tout? Est-ce que tout va fonctionner comme on l'a prévu? Un pilote d'essai ne peut pas se laisser envahir par ses émotions. Sinon, il ne serait pas en état de voler. Ces images n'avaient jamais été dévoilées auparavant. C'est un film exceptionnel qui montre le premier vol d'essai de la N-124 Ruslan. Il est resté plus de 40 ans dans les archives. Et il n'a été numérisé qu'hier. Tout semble se dérouler parfaitement lors de ce premier vol, jusqu'à ce que le train d'atterrissage dysfonctionne. Au moment d'atterrir, nous avons ressenti une oscillation au niveau des roues du train d'atterrissage principal. C'est un phénomène que l'on appelle le flottement. Et il était si fort que tout l'avion a été secoué. C'était une grave malfaçon. Les ingénieurs parviennent à régler le problème dans les semaines qui suivent. Le projet Ruslan est un triomphe pour Oleg Antonov. En termes de créativité, la N-124 était une véritable apothéose pour Oleg Antonov et toute son équipe. Comme j'ai coutume de le dire, ce sont les ailes du Ruslan qui ont propulsé notre entreprise au sommet. À ce moment-là, les ingénieurs d'Antonov testent déjà la maquette d'un nouveau géant qui n'était vraiment pas prévu. Une version augmentée du Ruslan. En 1984, Oleg Antonov meurt. L'Ukrainien Piotr Balabouyev succède au constructeur de génie. Antonov ne verra pas son Ruslan battre d'innombrables records, être produit en série et devenir une vedette dans le monde occidental en 1985. The giant of the air show was a 69-meter-long Soviet transport making its first appearance in the West. Bearing a resemblance to the Lockheed C-5, the Antonov raised eyebrows. If I may, I would like to introduce this gentleman here, Pyotr Vasilievich Balabayev, who is the chief engineer of the Antonov design office. Balabuyev. Balabuyev is the exact. Balabuyev is the pronunciation. Thank you. Spasibo. Sergei Sikorsky, fils du légendaire concepteur d'hélicoptères américain Igor Sikorsky, se fait présenter l'AN-124 Ruslan par le patron d'Antonov, Piotr Balabouyev. Les soviétiques ne s'étaient pas montrés aussi ouverts depuis bien longtemps. You see here the rear ramp that is now opening up. The Antonov shows one or two, possibly three significant technical breakthroughs.
The first most significant thing on that aircraft is the fact that the Soviet aerospace industry has developed a very large high bypass ratio turbofan. Investment in advanced composite technology. They were already well enough advanced 5 years ago to take the technological risk of a fly-by-wire system. Fly-by-wire, un dispositif de commande de vol semi-électronique révolutionnaire pour un avion de cette taille, bien avant que Boeing ou Airbus n'en fassent un standard sur leurs appareils. L'AN-124 est un organisme autonome. Il peut fonctionner de manière totalement indépendante, décoller, atterrir, charger et décharger des équipements quasiment partout. Des techniciens spécialisés sont présents lors de chaque vol. Ils sont installés au 2e niveau, au-dessus de l'immense soute. Pour convoyer la nouvelle navette spatiale soviétique, le Ruslan devrait parfaitement faire l'affaire. Mais les concepteurs du programme spatial soviétique ont des projets plus ambitieux encore. Initialement, le Ruslan devait simplement transporter la navette Buran. Et avec un poids de 120 tonnes environ, ça paraissait faisable. Il ne semblait pas nécessaire de renforcer sa structure. Mais les concepteurs du programme spatial soviétique ont une idée spectaculaire qu'ils rêvent de mettre enfin en application. Ils nous disent, l'idée, c'est que votre avion fasse office d'aérodrome pour notre navette spatiale et son gros réservoir. Vous nous montez à 10 000 mètres d'altitude et nous, on décolle depuis votre avion. Ça nous ferait économiser pas mal d'argent. Ainsi, pas besoin d'une fusée hors de prix pour lancer la navette. Elle décollerait directement sur le dos de l'appareil. Mais dans ce cas, l'ensemble de l'attelage dépasserait largement les 600 tonnes. Le projet est audacieux. Jamais un tel prodige n'a été réalisé jusqu'ici. Le Ruslan était incapable de répondre à tous ces impératifs. Alors on a dû envisager d'autres options. C'est ainsi qu'est née l'idée de transformer le Ruslan en un nouvel avion. Un géant inspiré du Ruslan. Nous ne l'avions pas conçu comme un avion de transport à l'origine. Il était seulement destiné à la mission spatiale. Nous avons dû renforcer toute la structure, qui devait pouvoir supporter 250 tonnes. Ce n'était pas une mince affaire. Il a fallu renoncer à la trappe arrière. Sinon, l'avion n'aurait pas été assez stable. Cela suppose aussi de rallonger la partie centrale des gigantesques ailes du Ruslan, dont l'envergure frôle désormais les 90 mètres. Les 4 réacteurs d'origine sont remplacés par 6 nouveaux réacteurs Lotarov. Un double empennage permet de stabiliser ce géant qui aura une masse maximale de 640 tonnes au décollage. La N225 est née.
Nos concepteurs ont déployé tout leur savoir-faire, toute leur intelligence et toute leur créativité. Et ils ont pu transformer le Ruslan en Mriya. Да, я покажу вам этот самолет. Вот он понесет на своем борту имя Мрия. Прекрасное украинское слово. Мрия, мечта, как и неугомонность человека вечно дерзать, вечно все стремиться к лучшему. Ces images de la veille de la mise en service, en décembre 1988, sont inédites. La N225 n'a pas encore de nom. C'est cette nuit-là que l'on va inscrire Mriya, le rêve, sur son fuselage. Le Mriya naît à une époque charnière. La chute de l'URSS est imminente et la conscience nationale des Ukrainiens, longtemps réprimée, émerge à nouveau. Ce réveil de l'identité nationale avait déjà commencé dans plusieurs différentes républiques soviétiques. C'est pour cette raison que Moscou n'a même pas réagi. Et ce nom a immédiatement plu à tout le monde. Malheureusement, les Occidentaux ont longtemps cru que Mriya était un mot russe. Ils ignoraient que c'était un mot ukrainien. Quant au code OTAN de la N225 Mriya, ce sera Cossack, en référence aux héros nationaux ukrainiens. C'est alors que Piotr Balabouyev a décidé de me nommer commandant du Mriya. Les temps changent. La banderole au-dessus des cadres du parti n'affiche plus l'esprit du communisme. On lit simplement « Bon voyage, petit ». Mais l'affaiblissement du pouvoir soviétique a son revers. Le pays est exsangue, l'économie en souffrance. Les salariés d'Antonov craignent pour leur avenir. En février 1989, le président du Soviet suprême et secrétaire général du parti, Mikhaïl Gorbatchev, est en visite à Kiev. Il veut voir le Mriya de ses propres yeux. Piotr Balabouyev, le responsable d'Antonov, en profite pour plaider sa cause. Balabouyev dit à Gorbatchev « Nous avons bien conscience que les subventions de l'État vont diminuer. Mais nous devons vivre. Nous voulons gagner de l'argent et créer notre propre compagnie. » Gorbatchev était très favorable à cette idée et il a invité ses collaborateurs à examiner tout cela une fois rentrés. Gorbatchev décide alors, contre l'avis de l'armée, d'autoriser les dirigeants d'Antonov à monnayer les services de ces géants en Occident. Ce jour de février 1989 marque la naissance de la compagnie aérienne d'Antonov, celle qui assurera sa survie après la chute de l'Union soviétique. La N225 Mriya devient la figure de proue d'Antonov.
C'est un vol d'essai du Mriya pour vérifier la stabilité. Il vole donc avec la navette spatiale Buran au-dessus de Baïkonour. C'était le 13 mai 1989. Un vol historique. En mai 1989, Alexander Galunenko décolle depuis la base spatiale de Baïkonour avec la navette spatiale Buran sur le dos. Le pilote s'amuse avec son géant. L'avion dépasse alors de 100 tonnes, le record établi un an auparavant par un Boeing 747. Il s'envole d'abord pour Kiev, puis pour Paris. Une arrivée fort remarquée, celle de la navette soviétique Buran, en direct du Bourget. Gérard Joigny. Gérard. Absolument Jean-Claude, et le temps ne s'arrange pas ici au Bourget, il y a de la grêle actuellement. Mais on attendait la vedette du salon, on nous avait dit que c'était la navette Buran sur l'avion géant Antonov 225. Cette navette est arrivée ce matin et vous allez voir que c'est réellement la vedette du salon. Quant à l'avion, l'Antonov 225, il pèse 600 tonnes, c'est-à-dire 100 tonnes de plus que le plus gros des Boeing 747. Là, évidemment, tous les records sont battus. L'avion venu d'URSS fait sensation au Salon du Bourget, près de Paris. Personne ne se doute alors que ce premier exemplaire du spectaculaire Antonov AN-225 Mriya sera aussi le dernier. La foule se pressait autour de notre Mriya. Je disais aux gens, il y a des rangées d'avions là-bas, allez les voir en attendant. Mais non, ils voulaient entrer dedans, faire des photos, le toucher. J'avais l'impression que c'était un immense bonheur pour tous ces gens. Quelques mois plus tard, le mur de Berlin tombe et l'Empire soviétique s'effondre. La navette Buran ne volera plus jamais et le Mriya est immobilisé pour un moment. La guerre froide prend fin. Le monde promet la paix. Voilà 35 ans que les géants d'Antonov Airlines parcourent le monde. Salut l'avion. Leipzig, en Allemagne, est la seule base de maintenance des avions Antonov hors d'Ukraine. Les appareils ont vieilli, les moteurs aussi. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'équipe de Leipzig ne cesse de s'agrandir. 7 Ruslan volent encore pour Antonov Airlines aujourd'hui. Dmytro Antonov est l'un de leurs pilotes. Aujourd'hui, nous décollons à vide pour l'aéroport de Harrisburg aux États-Unis. Nous allons survoler l'Atlantique pendant plus de 5 heures et le vol dure 9 heures en tout. Nous partons récupérer des équipements importants pour aider nos forces armées à gagner cette terrible guerre. La base de maintenance de Leipzig existe depuis 20 ans, depuis les interventions des États-Unis et de l'OTAN en Irak, en Afghanistan ou au Mali. En
Antonov vole pour les armées européennes qui ne possèdent pas ce type d'avion, comme la Bundeswehr. Je suis arrivé à Leipzig en 2006. On pouvait s'attendre à une grande quantité de fret à l'époque. Mais on n'aurait jamais imaginé transporter autant de marchandises jusqu'en Afghanistan. C'est grâce aux revenus tirés de ces convois civils et militaires que dans les années 90, Antonov parvient à financer le retour d'une légende, la N225 Mriya. Il était resté cloué au sol pendant près de 10 ans. Mais on nous sollicitait régulièrement pour transporter des charges très lourdes. Parce que même la N124 Ruslan n'était pas en mesure de le faire. Кашаевая. Посадка. Фары посадочный включил. Dmytro Antonov a passé 20 ans à parcourir le monde avec la N225. Good evening. The world's biggest plane is parked at Perth International Airport tonight on its first visit to Australia. J'ai fait 39 fois le tour du globe avec le Mriya. There was traffic chaos as 16,000 spectators came to see the Antonov AN225 cargo plane touch down. Il est énorme. C'est époustouflant, il faut le voir en vrai. C'est une occasion unique d'apercevoir cet avion géant. C'était incroyable tout ce monde. En même temps, je m'y attendais. J'avais l'habitude que le Mriya attire beaucoup l'attention quand il sillonnait la planète. Le Mriya bat de nombreux records, comme celui de la plus lourde charge jamais transportée, 190 tonnes. Avec son design bleu et jaune, il devient le symbole de l'Ukraine indépendante. Pour nous, un avion est une personne. Alors quand on s'approchait de lui, on lui faisait une petite caresse et on lui disait « Bonjour petit avion ». Des hommes ont construit cet avion, mais d'autres l'ont détruit. Début 2022, Alexander Gritsenko, manager d'Antonov à Leipzig, est informé du projet d'invasion totale de l'Ukraine par les Russes. Leipzig lui paraît être le lieu idéal pour évacuer les appareils d'Antonov Airlines stationnés à l'aéroport de Gostomel, près de Kiev. À la mi-janvier 2022, autour du 15, le NSPA, c'est-à-dire l'OTAN, m'informe que la guerre est imminente, selon les services du renseignement. Alors, j'appelle les dirigeants d'Antonov à Kiev pour les avertir que la guerre va éclater d'ici un mois. Et je commence à préparer un plan d'évacuation des avions de Kiev vers l'aéroport de Leipzig. Le Mriya était prêt, tous les moteurs étaient en place, il ne restait plus qu'à donner l'ordre d'évacuation. De nombreuses compagnies aériennes ukrainiennes avaient mis à l'abri leurs avions avant la guerre.
Mais les nôtres sont restés là. Comment cela se fait-il? 10 jours avant le début de la guerre, un événement encore inexpliqué à ce jour se produit. Je me suis occupé de tout cela jusqu'au 15 février, date à laquelle j'ai été licencié sur décision de la direction d'Antonov Kiev de l'époque. Donc je n'ai pas pu continuer d'organiser l'évacuation. Et oui, le 15 février 2022, on m'a licencié. Tout est alors retardé. L'arrivée des avions à Leipzig, y compris celle de l'AN-225 Mriya, est annoncée pour le 25 février seulement. Trop tard. Le 24 février 2022, le pilote d'essai du Mriya Alexander Galunenko observe les hélicoptères de l'armée russe depuis sa maison de Boutcha. Il se dirige vers l'aéroport de l'usine Antonov. Que peut-on ressentir face à une telle horreur? C'est un cauchemar. Un cauchemar. Je me sens mal, évidemment. Mais que voulez-vous y faire? Personnellement, j'avais senti assez tôt qu'on allait avoir des ennuis avec la Russie. On ne pouvait pas leur échapper. Vous comprenez? La première destination des Russes, c'était Gostomel. Le premier jour, ils auraient pu tranquillement rejoindre Kiev depuis l'aéroport, comme c'était prévu. Mais ils ont décidé de détruire tous les avions qu'ils pouvaient trouver. Et ils l'ont fait. On aimerait que l'entreprise vive éternellement. Nous qui avons travaillé pendant de longues années pour cette entreprise, nous aurions voulu qu'elle vive éternellement, bien sûr. Mais comme je vous l'ai déjà dit, on était arrivé au sommet avec la AN-124. Et la AN-225 nous a permis de rester tout en haut. Mais ça ne se produira plus jamais. La destruction du hangar du Mriya le 27 février 2022 a été filmée depuis un drone. Je suis allé le voir le 1er avril. Je me suis approché et je lui ai dit « Bonjour l'avion ». Bonjour petit avion. Tout cela me rend triste.
Le Mriya est entré pour toujours dans l'histoire de l'aviation. Le monde de l'aéronautique rêve que l'on en construise un deuxième, car des pièces existent. Mais cela restera probablement un rêve.